En même temps, vous pouvez quand même noter à quel point les technologies sont bien faites. Hein. On arrive à trouver des sons de vieux téléphones maintenant sur nos récents téléphones. Ouais, les silencieux, c'est bien aussi. Ah tiens, non, c'est pas ça non plus. En même temps, c'est rigolo, c'était la sonnerie du téléphone que j'avais en Nouvelle-Zélande. Ouais. Parce que j'ai vécu en Nouvelle-Zélande il y a quelques temps, c'était en 2003. La Nouvelle-Zélande, à Aotearoa, le pays du long nuage blanc, selon les Maoris, les Polynésiens qui ont habité avant les Blancs cette île. Le pays des kiwis, vous savez, ces oiseaux qui ont perdu leur faculté de voler parce qu'il n'y a plus de prédateurs pendant des milliers d'années, ce qui fait qu'ils ont oublié de savoir voler. Et l'armée de l'air néo-zélandaise est assez rigolote parce que sur leur avion de chasse, ils ont le kiwi comme emblème. Ils savent se prendre au sérieux. Ouais, j'y étais sur l'île du Sud, à Christchurch. Christchurch, l'île des forêts primaires, des Alpes néo-zélandaises. Le pays où j'y ai vécu un moment d'intensité existentielle un peu fort. Là-bas que j'ai réalisé que j'avais une langue maternelle, le français finalement, que j'aimais pas trop mal. Ça me faisait vibrer quand je l'entendais. Je me souviens, j'étais dans la cuisine, on avait un beau jardin face à la fenêtre, j'étais en train de faire la vaisselle, et puis sur la droite, là, il y avait Amsterdam, et Jacques Brel, qui chantait sur le frigo. L'ironie qu'un Belge, à l'autre bout du monde, fasse pleurer un Français. Au mois de juillet 2003, il y a la sonnerie de ce téléphone qui a retenti à 3h du matin. C'était ma sœur. Allô? Pépé est mort. Mon Pépé, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de bon, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Ouais. Je me souviens de lui, cet homme taiseux, mais charismatique, ancré dans sa terre bressane. Je le revois toujours dans les assemblées avoir ses deux mains jointes, avec ses deux pouces qui tournaient. En se demandant si c'était la sagesse rurale qui était en train de s'exprimer, à écouter les autres parler, attendant le bon moment pour parler, ou alors est-ce que c'était un moyen de détourner l'attention pour signifier qu'il s'ennuyait. En tous les cas, Pépé, quand il parlait, vous pouvez être sûr qu'il était écouté. Parmi mes 4 grands-parents, j'ai un peu de mal à le dire, mais mon Pépé... c'était mon préféré. Ouais. Il y a toujours eu quelque chose d'un peu extraordinaire chez lui. Je l'ai ressenti dès l'enfance. Vous savez, c'était pas le Pépé incroyable là, qui vous prend sur ses genoux et qui vous emmène vous raconter des histoires, des contes de sorcières, de chevaliers dans sa Bresse natale. La Bresse. La Bresse. Peut-être que vous connaissez pas la Bresse, c'est un territoire qui se trouve à 2 heures au nord de Lyon, juste au-dessus de Bourg-en-Bresse. Et mon Pépé, ben non, il n'était pas ce Pépé-là qui vous prenait sur ses joues. Non, Pépé, c'était le chêne au milieu de ses ouailles. Alors imaginez quand on est un enfant, avec tous ses cousins, qu'on a ce regard tendre qui est face à vous, avec ses yeux aimants, et ben vous pouvez vivre votre enfance heureuse. À jouer des parties de foot endiablées, à vous rouler dans les crottes de chiens du tonton, en essayant de les éviter, à aller lécher le sac des vaches, à essayer de toucher les fils barbelés pour voir s'ils sont électriques, à aller ramasser des rosés du pré, prendre des lampes de poche le soir, s'éclairer dans l'hiver et attendre que les voitures passent et faire le fantôme. Réciter l'alphabet en rotant de A à Z sans s'arrêter. Cette dopamine du dimanche.
j'ai une petite nostalgie par rapport à ça, parce que le dimanche, pour moi, maintenant, c'est plutôt le blues le soir. Et juste à côté de Pépé, il y avait toujours Mémé qui était là. Mémé, avec sa casserole de lait fumant, qui s'approchait de moi qui était avec ma tasse toute blanche avec des petites roses qui s'évanouissaient avec le temps, des petits liserés argentés tout autour, et mon chocolat poulain à l'intérieur. Et Mémé qui s'approchait avec sa grosse cuillère et qui retenait la peau du lait. Elle le versait. Et moi, ma petite Madeleine à moi, elle était là. La première fois que je me suis rendu compte que Pépé était quelqu'un d'extraordinaire, je devais avoir 7 ans, à l'âge où le Père Noël a décédé dans ma tête. Je me souviens, on était dans la 405 rouge andalouse de papa et maman. On filait de Bourg-en-Bresse, là où j'ai grandi, jusqu'à Foissiat. Il y avait 30 km à faire dans le nord. Et on arrivait dans la capitale, Foissiat, le village de Pépé et Mémé. Ouais. Et à chaque fois, c'était le même cérémonial. On quittait la route principale qui venait de Morvel jusqu'à Foissiat. On tournait à droite, dans la petite allée en gravier. Il y avait toujours les champs de maïs qui étaient là. Un peu plus loin, les poulets. Et on faisait demi-tour et puis on se retrouvait face à la ferme. Et là, moi, je bondissais hors de la voiture. Je voulais faire qu'une chose, c'était rentrer à l'intérieur de la ferme. Et là, à l'intérieur de la ferme, c'était toujours le même cérémonial. Dans la cuisine, Pépé, campé. Cette fois, ses mains disjointes. Là, ses 2 mains posées sur la table. Ses 2 mains éclairées par la lumière qui venait de ce côté. Et puis, quand on arrivait, il faisait toujours la même chose. Il poussait ses 2 mains sur la table. Il prenait le programme TV. Il me mettait derrière sur le buffet en formica. Il se levait. Et il nous distinguait de 2 magnifiques bises. Ça allait pas plus vite. Et puis il revenait à sa place. Vous savez, avec ses vieilles chaises en sky orange motonné qui crissaient sur le carrelage avec le fer. Et il se rasseyait en posant ses mains toujours au même endroit. Ses 2 mains face à la télévision qui était quasiment jamais allumée. Juste au-dessus de la télévision, il y avait ces 2 bas-reliefs en fer forgé de bûcherons. Pépé, il adorait la valeur travail. Ces 2 bûcherons, il les avait vus dans une vitrine d'épicerie. Ah ça, il adorait cette épicerie. Il y allait tous les jours pour vérifier qu'il y avait ces 2 bas-reliefs. Il passait devant cette épicerie. Il passait. La bonne chance pour mon Pépé, c'était que l'épicerie du village de Foissiat était tenue par sa fille, Marie-Thérèse. Si bien que le 1er janvier, le jour où on fête Noël dans la famille, eh bien sa fille lui a offert ces 2 bas-reliefs qu'il a mis juste au-dessus de la télévision. À droite, le poêle de Dietrich, tout blanc, avec une couverture noire au-dessus. Et puis moi qui essayais toujours, avec des petits bouts en fer, de soulever et de voir les flammes qui crépitaient et de mettre des petites bûches à l'intérieur. Juste à côté, les vies blancs, le frigo, tout sortait le lait que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis la pendule jaune en formica. Et puis dans cette ambiance de famille où trônaient les cousins, les oncles et tantes, au milieu de cette odeur de foin, juste au milieu de ses mains, là, faut pas que j'oublie de vous parler des principales personnes qui étaient présentes. Les mouches qui volaient de tous les côtés. Elles n'avaient pas l'intelligence de voir qu'il y avait une petite ventilation à droite dans la fenêtre. Soit elles se suicidaient en se fracassant sur les vitres, soit elles finissaient par se pendre sur ces langues qui sont juste là. Et c'est celle-ci, c'est la même. C'était exactement la même. Il y en a beaucoup de mouches ici. C'était à peu près la même chose chez Pépé et Mémé. Ouais. Et ces 2 mains. Ces 2 mains qui attiraient mon regard quand j'entrais dans cette cuisine à chaque fois. Ces 2 mains. Ces 2 mains charpentées. Ces 2 mains du travailleur paysan qui a soulevé tant et tant de bottes de paille toute sa vie. Ces 2 mains, le prolongement de ce corps musclé, trapu. Ces 2 mains sillonnées par le temps. Ces 2 mains qui avaient comme leitmotiv la terre, parce que la terre, ça a été le souci principal de Pépé
du début de sa vie jusqu'à la fin, son dernier jour. Pépé, il y pensait constamment à cette terre. Même quand il était prisonnier des Allemands, la terre revenait toujours. Il était là, en train d'écrire à sa mère, Anaïs, ou à sa sœur, Amélie, ou alors à sa bien-aimée Marie-Thérèse. Toujours le souci de la terre était là. Ouh, est-ce que tu as bien pensé à faire les ensemencements, là? Ouh, là, la blanche, elle travaille pas trop, là. Il y a la Paulette qui fait tout le travail, il paraît, là. Faudrait pas que la vache blanche fasse tout avec les choses, là. Faut vraiment la mettre au travail. Non. Bah, chez nous, c'est la neige qui tombe. Est-ce que vous avez bien pensé à lenteler le blé? Tout, absolument tout, était tourné vers la terre. La terre. Même au niveau culturel, mon pépé était focalisé sur ça. Ses fils, il y en avait 3, qui ont créé un groupe de musique plus vieux que les Beatles, qui s'est encore produit en juillet dernier. Ils ont 80 ans bien tassés. Le tube pour pépé des mousquetaires de la chanson, puisque c'est leur nom, je vous donne dans le mille, le titre c'est Ma Terre. Ça, il l'adorait. Il l'adorait. Un matin, on m'a dit, faut y faire. Un matin, on m'a dit, faut partir. C'est fini de rêvasser sur tes souvenirs. Va en ville, c'est ça l'avenir. Alors moi je t'ai quitté, ma terre. Toi qui connus mes premiers pas. Elle était un peu aride, je ne le nie pas. Mais c'était la terre de chez moi. Tu sais, ma terre, tu restes collé à ma peau. Bientôt, nous serons heureux de nouveau. Bien sûr que c'était l'idée du maire de tout faire démolir par chez moi. Y a quelqu'un qui en revient, paraît que là-bas, même les vieux sont d'accord pour ça. Ils veulent bâtir dessus ma terre. Mais pour ça, il faut paver le blé. À savoir s'ils n'ont pas chassé les oiseaux et tiré le ciel d'un rideau. Tu sais, ma terre, tu restes collé à ma peau. Bientôt, nous serons heureux de nouveau. Ils veulent rejeter les vieilles pierres et détourner le cours du ruisseau. Va savoir s'ils n'iront pas chasser les oiseaux et tirer le ciel d'un rideau. Alors, moi je vais revenir, ma terre, car la ville n'a pas besoin de moi. Et crois-moi bien si longtemps que je serai là, ils ne pourront rien contre toi. Tu sais, ma terre, tu restes collé à ma peau. Bientôt, nous serons heureux de nouveau. Cette terre, obsession de pépé, cette terre toujours présente, avec ses deux mains, comme je vous le disais, moi le petit garçon de 7 ans qui rentrait dans cette cuisine, et ben c'est au niveau de ses mains que l'extraordinarité, sismos dit, de mon pépé est arrivée, c'est focalisé sur ses mains, plutôt cette main droite. Le petit garçon que j'étais, quand il voyait cette main, à chaque fois il fermait les yeux, en se disant oh, c'est une horreur, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça. Pour l'adolescent que j'ai été, ça a été des questions. Et pour l'adulte, des réponses trouvées. Parce que
sur cette main, plutôt au bout du doigt, là, ce petit doigt, il n'y avait pas 3 phalanges comme chez tout à chacun, non. Il en manquait un petit bout. Moitié de phalange. Sectionné, coupé. Il y avait juste un petit bouton qui dépassait. Oh. Alors, moi, petit garçon, quand dans le mois de juin, rougissant, de la fin de journée, à l'heure où le foin est en train de se rentrer dans la campagne bressane, quand on partait du lieu-dit Mollard, où était la ferme, moi, le petit garçon, assis à l'arrière, derrière papa, moi qui avais plutôt l'habitude de... Papa, c'est quoi le prix de la 309 là? Et là, la 205, elle coûte combien? Et là, la Mercedes, c'est quoi son prix? Eh papa, la Clio, elle coûte combien? Là, j'ai eu une question différente. Papa, Pépé, pourquoi il a un bout de doigt en moins? Eh bien, tu vois, Pépé, quand il était plus jeune, avec le tonton Henri, tu sais, le tonton Henri, là, qui a la ferme juste à côté, là, ils faisaient les moissons, et ils ont loué une moissonneuse, là, il avait beaucoup plu, et les chemins étaient embourbés, c'était fatigant, c'était exténuant, ça n'arrêtait pas d'essayer de sortir le tracteur, et puis Pépé, en fin de journée, donc c'est peut-être la fin de la matinée, en fait, donc on est plus fatigué, là, dans les travaux agricoles, et il a posé la main au mauvais endroit, et clac, et clac, et clac, et clac, clac. Qu'il a bien gueulé, le Pépé ce jour-là. Moi, le petit garçon que j'étais, à chaque fois que je retournais au Mollard les dimanches, j'avais un regard attendri pour Pépé, en imaginant toute la douleur qu'il avait dû ressentir. Et quand on est un enfant, aussi, on oublie un petit peu ça, puis on va jouer avec les cousins. Hein. Je me retrouvais avec Alex, mon grand cousin, 2 ans de plus que moi. Et tous les deux, on faisait ce qu'on n'avait pas le droit de faire. On allait dans notre royaume. Plutôt dans notre palais. Il était là, face à nous, ces 2 portes gigantesques. Et puis on les poussait, ces 2 portes. Et là, on était pris par notre trésor qui nous reflétait dans les yeux. Toute l'herbe du printemps coupée qui était là face à nous. Ce trésor doré qui était là, puis nous, on grimpait sur les bottes de paille, puis qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ce qu'on n'avait pas le droit de faire, on sautait dans les bottes, on sautait, on avait plein partout, c'était extra, on sautait, jusqu'au moment où Alex, il s'est coincé. Oh Alex, qu'est-ce qu'il y a? Dis donc. Je me suis coincé la jambe, j'arrive pas à la sortir. Moi je veux pas finir comme Pépé, moi. Pépé il paraît quand il était petit, il s'est coincé dans la botte de paille avec le fil de fer, il a tiré, puis il s'est coupé le doigt. Hein? Quoi? Alex? Papa? Vous comprenez facilement que j'étais face à ma première contradiction familiale. Mon père, Alex mon héros, hein, que j'ai sorti de la paille sans aucune difficulté. Hein, qui croire? Je fais quoi moi, tout ça? J'ai décidé de vivre avec cette contradiction, courageusement, dans le non-dit. Ouais. Voilà, ça commence comme ça. Et vous pourriez me dire, tu aurais pu aller voir le principal intéressé, ton Pépé. Hein. Vous, on voit que vous connaissez pas ma famille. Hein. Ah non. Dans la famille, le maître mot, c'est de se faire, alors tout petit, hein, surtout ne pas déranger, essayer d'éviter d'attirer l'attention. Voilà, hein. Essayer de faire profil bas. Alors imaginez, aller déranger le Saint-Père, là. Non, c'était pas possible. Si vous êtes une pièce rapportée dans ma famille, il y a quand même des fêtes de famille, au moins 80 personnes, voire 100. Si vous êtes une pièce rapportée, vous allez être sidéré par ce qui peut se passer à la fin d'une fête de famille. Quand le moment peut se faire tout petit est là. Quand il y en a un qui commence à ranger une chaise,
tout le monde, de peur d'être pointé du doigt, par culpabilité, par envie de pas se faire remarquer. Pas se mettre à ranger, eh, vas-y, on y va. Oh, il y a une bonne ambiance, hein. On replie les tables, on y va, ça chante des chansons des fois, puis on fait la vaisselle ensemble, on se raconte des petites histoires. Voilà, il y en a qui quand même des fois ne font un peu rien. Mais bon, quand même, globalement, hein, après avoir passé le balai, généralement la famille est satisfaite, personne ne s'est fait remarquer, on peut continuer à vivre tranquillement. Alors moi, à 10 ans, j'avais 10 ans quand Alex s'est coincé la jambe là. J'avais déjà suffisamment intégré les codes de la famille. Alors j'ai décidé de faire profil bas et de vivre avec ça. Ouais, de vivre avec ça. Vous voyez, déjà cette main, il y a quelque chose d'un petit peu extraordinaire chez mon pépé. Faut que je vous raconte ce qui s'est passé un tout petit peu plus tard. Quand j'étais dans l'adolescence, avec les cousins, on continuait toujours à aller dans les granges, abandonner, essayer de trouver des pelotes d'éjection de chouettes. Je me suis mis à apprendre à jouer à la pétanque. J'ai même gagné le tiercé de cochon de la kermesse de Foissiat. J'ai eu un baptême de l'air en avion et j'ai pu survoler la Bresse. Bien plate la Bresse. Hein. Pas de soucis, tu vas passer au-dessus de Foissiat, clairement. Bref, il faut que je vous raconte un autre moment dans les années 90 pour essayer de comprendre pourquoi ce pépé était si extraordinaire que ça. Pour ça, il faut que je vous parle de Gervais Millet. Très important. Gervais Millet, il est fromager de son état à Paris. Gervais Millet, en 1994, dans la fin de l'hiver 1994, il décide de rallier Rozoy-sur-Serre à Foissiat. À vélo. À vélo, important. 493 km à faire. 493 km d'après Google Maps. 25 heures de vélo cumulé. On part de Rozoy-sur-Serre. Rozoy-sur-Serre, c'est perché là, tout là-haut, juste avant la frontière belge, tout près des Ardennes, pas complètement. C'est dans l'Aisne. Et ça fait des kilomètres à faire. Et moi, en 1994, je suis au Mollard, à Foissiat, dans mon survêtement violet et vert flashy des années 90 avec ma brosse en coiffure.